Ok, bonjour tout le monde. Content de voir que la salle est remplie pour parler de ce sujet aujourd'hui qui donc nous regroupe pour cet atelier. Donc on l'a nommé social media et éco-responsabilité et on va s'intéresser en particulier à une expérimentation qu'on mène depuis plus d'un an avec la DT64. Et je vais peut-être déjà commencer par me présenter. Je suis Sébastien Repetto, je suis donc le directeur et le fondateur de l'agence de communication My Destination. Nous sommes une agence de communication numérique spécialisée à la fois dans la communication social média et on considère aussi que notre expertise doit être sur les problématiques touristiques, en tout cas dans la compréhension des problématiques touristiques des territoires. Et on va justement être amené à en parler un petit peu. Et puis je vais vous passer le micro de façon à ce que vous puissiez déjà vous présenter aussi, les filles. Donc, bonjour, moi je suis Émilie Roy, je suis responsable marketing et communication donc à l'ADT 64, l'agence d'attractivité de développement touristique donc d'ici pour le Béarn et le Pays Basque. Bonjour, je suis Marie Druffin, je suis chef de projet RSE et notamment sur les questions de numérique responsable et de tourisme durable. Et donc on travaille en collaboration avec l'ADT 64, notamment sur ce sujet-là en particulier. Voilà, donc on va se donner allez, peut-être 40-45 minutes pour essayer de vous expliquer un petit peu, à la fois dans un premier temps, ça va être mon rôle, la démarche de notre agence, puis ensuite on passera la parole effectivement à Émilie qui nous en dira un petit peu plus sur pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. Enfin, je vais pas trop teaser ce que tu vas nous raconter. Et enfin, Marie rentrera dans le concret de la mise en application de toute cette expérimentation. Pardon. J'ai dit que je me mettais là tout à l'heure, donc je vais le faire tout de suite. Et on va peut-être passer à la slide suivante. Donc pour commencer, ce qui va nous intéresser là pendant cette petite heure, c'est de parler un petit peu de la communication responsable. La communication responsable, c'est quoi? Si on prend cette définition qui est donnée par l'ADEME, c'est une communication où le fond et la forme sont tout aussi importants, à la fois le contenant et le contenu. Et c'est véritablement ce qu'on a essayé de mettre en place, qui est au cœur de notre réflexion, qui est de dire qu'est-ce qu'on raconte, quelle est la notion d'engagement au sens de la responsabilité dans le message qu'on porte, et comment on la porte, et quel est l'impact de la forme finalement, et notamment l'impact en matière d'émissions de CO2, qui est quelque chose auquel on s'est pas mal intéressé. Donc, dans le cadre de notre réflexion, je vous l'ai dit, on travaille avec des territoires touristiques et on essaye de se dire qu'on veut être déjà conscient des enjeux de notre industrie et des enjeux de notre métier. Donc notre industrie, elle est plutôt touristique, notre métier il est plutôt sur le numérique. Et être conscient, du coup, sur la slide suivante, c'est être conscient donc des impacts du tourisme, des impacts économiques réels, en matière d'emploi aussi, des impacts sociaux que peut avoir cette industrie. Et on le sait tous, hein, on travaille tous dans ce milieu et on est, je pense, tous complètement conscients de ces impacts très positifs et aussi des impacts parfois négatifs qui, je pense, nous préoccupent tous, à la fois professionnels du tourisme et aussi habitants, parce qu'on est des professionnels, mais on est surtout avant tout des habitants des territoires sur lesquels on bosse. Et on a aussi une certaine affinité avec ces territoires. Je pense que pas le cas de tout le monde, j'imagine, mais malgré tout, on développe en général une petite passion, on va dire, pour les lieux dans lesquels on travaille et on habite. Et notamment cette pression sur les sites sensibles, sur les espaces naturels sensibles, qui est un vrai sujet, avec ces problématiques parfois de flux massifs sur des instants donnés. Alors c'est des sujets qui sont très médiatiques, hein, et qui parfois sont plus médiatiques que des réalités de terrain, ou parfois des problématiques de perception, mais il n'empêche qu'il y a ces questions-là. Et aussi en matière d'émissions de CO2, puisqu'aujourd'hui, on le sait, il y a un enjeu important qui nous est rappelé assez régulièrement par les différents rapports qui peuvent sortir sur le sujet, et notamment un enjeu assez fort de réduire nos émissions de CO2. Et si on veut respecter les accords de Paris, il faudrait qu'à l'échelle d'un individu, on passe de 12 tonnes d'émissions de CO2 par personne à 2 tonnes d'émissions de CO2 juste dans notre consommation, dans notre quotidien. Donc autant vous dire que le gap,
il est énorme et qu'il y a du boulot et que ce sera probablement difficile de l'atteindre. Mais malgré tout, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la problématique des émissions de CO2 nous intéresse, que ce soit au niveau du tourisme et du numérique. On va en reparler tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de télécharger cette étude, je vous la conseille. C'est donc le bilan des gaz à effet de serre du secteur du tourisme qui a été réalisé par l'ADEME. Donc c'est un bilan qui est disponible sur le site de l'ADEME, qui a un vrai boulot et un vrai éclairage hyper intéressant de l'impact de notre industrie et qui permet d'essayer de comprendre justement à quel moment le tourisme émet le plus de CO2. Et quand on regarde un petit peu ce bilan global et la répartition de ces postes d'émissions, pardonnez-moi, on se rend compte qu'on a 77% des émissions de CO2 du secteur du tourisme en France qui proviennent de la mobilité, des problématiques de déplacement. Et parmi ces 77%, en fait, on en a 41% qui sont juste des problématiques liées au transport aérien. Donc en fait, on a aujourd'hui 41% des émissions de CO2 de l'industrie du tourisme qui provient uniquement de l'aérien. Donc ça veut dire qu'il y a probablement un sujet à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit considérer que plus d'aéroports et puis on arrête l'aérien et on arrête l'international. C'est pas forcément ça, mais en tout cas, ça permet de venir comprendre un certain nombre d'enjeux et je vous invite effectivement à le consulter et à essayer d'amener un peu de réflexion autour de ça, notamment dans vos décisions et dans vos stratégies touristiques. L'impact du numérique, il est aussi économique et social. Les outils numériques, ils ont permis énormément de choses, de facilitation, de développement, de business, d'activité, de visibilité, etc. Et tout ça est hyper positif. Et on active ça un peu au quotidien. On sait aussi qu'il peut y avoir des problématiques de bien-être numérique, hein, notamment avec les effets parfois un peu néfastes, notamment d'Instagram, qui sont souvent reprochés à Instagram, avec une certaine vision de la société. Ou alors une surconnexion permanente, le fait d'avoir un nombre de notifications importantes, etc. Et il y a aussi cette question donc, des émissions de CO2 du numérique auxquelles on a essayé de s'intéresser, parce que autant on arrive à trouver de plus en plus de documentation et d'informations sur les émissions de CO2, notamment de l'activité touristique, autant sur le numérique c'est plus compliqué, il y a quelque chose de beaucoup plus abstrait. Tout le monde n'est pas forcément conscient d'ailleurs que le numérique pollue, qu'il y a des émissions de CO2 liées au numérique. Donc, et si on regarde du coup sur la slide suivante, nous on s'appuie énormément sur les travaux du Shift Project. Vous pouvez vous le noter en référence si le sujet du numérique, de la pollution numérique vous intéresse. Parce qu'ils sont assez avancés sur le sujet. Ils éditent des rapports qui sont parfois assez costauds, mais qui méritent d'être vus et d'être regardés pour comprendre aussi ce sujet. Et clairement, quand on regarde aujourd'hui le poids du numérique en matière d'émissions de CO2, on est à peu près à 4% des émissions mondiales qui sont uniquement dues au poids du numérique. Mais le numérique prend une place telle aujourd'hui dans nos quotidiens, tout devient numérisé, que on est sur une courbe qui ne cesse d'être en progression. Alors quand on compare tout à l'heure, par exemple, à l'aérien, et on se dit que finalement, une réunion où avant il fallait systématiquement prendre un avion pour aller à Paris, pour aller à Lyon, pour venir faire une réunion d'une demi-journée et ensuite revenir en avion, finalement l'impact carbone de l'avion par rapport à l'impact carbone d'une réunion en visio, a priori, la visio sera plutôt positive. Donc on peut considérer que dans ce cas-là, cette pollution numérique, elle a une certaine utilité. Mais il s'agit surtout de comprendre un petit peu les enjeux autour de tout ça et de se dire à quel moment je peux accepter finalement d'avoir un certain nombre d'émissions de CO2 et à quel moment je peux essayer de les réduire. Voilà. Et c'est un peu tout ce cheminement et tous ces questionnements qu'on peut avoir. Je ne l'ai pas forcément mis en slide, mais pour comprendre la problématique de la pollution numérique, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que vous allez avoir cette pollution numérique, vous allez avoir une répartition de 50% qui se fait sur la production des équipements. Donc ça veut dire la production d'un ordinateur, d'un téléphone, d'une tablette. La production, avant même que vous l'ayez utilisé, il y a 50% de la pollution numérique qui provient de cette production. Et ensuite, l'autre moitié,
va venir se répartir en 3 tiers. Vous avez un premier tiers qui est le stockage de la donnée sur les data centers. Donc le fait de stocker de la donnée quelque part, obligatoirement, ça utilise des machines. Ces machines, elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc cette énergie crée de la pollution. Vous avez l'acheminement entre réseaux, donc de l'infrastructure réseau, c'est du câblage en fait, entre du data center et votre écran, en gros. Donc ça crée encore un autre tiers de pollution. Et enfin, le dernier tiers de ces 50%, j'espère que je ne vous ai pas perdu, va être la consommation d'énergie de votre écran, de votre support de lecture du numérique. Donc ça permet d'avoir une vision un petit peu globale de tous ces impacts. Nous, à notre échelle, on peut surtout agir sur cet aspect diffusion, qui peut passer par une approche de sobriété, et je ne vais pas rentrer dans le détail, et Marie viendra bien le détailler, et aussi dans le choix des supports, puisque, sans faire trop de teasing, clairement, entre de la vidéo et une photo, il y en a un qui est bien plus impactant que l'autre. J'imagine que vous avez deviné lequel. Bon, du coup, vous l'avez compris, nous, notre objectif, une fois qu'on se dit qu'on est conscient, c'est d'essayer d'être utile pour les territoires. Donc, être utile, on peut passer du coup à la slide suivante. C'est quoi? Quand on regarde en 2020, on n'a pas fait encore le bilan de 2021, l'année n'étant pas terminée. Quand on regarde en 2020, à l'échelle de notre agence, on a réalisé 252 millions d'affichages de messages sur les réseaux sociaux, puisque c'est notre cœur de métier. 252 millions, ça commence à représenter quelque chose, donc c'est quand même assez intéressant. Donc la question, c'est de se dire, effectivement, ces 252 millions, voilà ce que ça représente en matière de pollution, par le biais, effectivement, de calculs, et Marie rentrera un petit peu dans la méthodologie, on arrive finalement à faire ce bilan-là. Donc globalement, c'est 25 tonnes d'émissions de CO2 par rapport à ce qu'on a pu mettre en place. Et voilà ce que ça peut représenter si on le compare avec un aller-retour en voiture Paris-Bordeaux, à peu près 15 000, un peu plus de 15 000 allers-retours en voiture Paris-Bordeaux en équivalence d'émissions de CO2. Mais par contre, c'est aussi 252 millions d'occasions de faire passer des messages, utiles pour les territoires, utiles pour répondre aux problématiques des territoires. Peut-être que ces 252 millions d'occasions de valoriser des acteurs engagés. C'est l'occasion de valoriser des éco-gestes, de faire de la sensibilisation, de faire passer un certain nombre de messages. Nous, on a envie de croire à ça, on a envie de se dire cette utilité de nos boulots, de communicants, elle ne sert pas juste à dire « venez chez nous, c'est magnifique », mais d'être un petit peu plus dans le concret. Et du coup, de considérer que le numérique permet de créer en fait un cercle vertueux entre numérique et tourisme, et de se dire qu'en valorisant ces initiatives positives, ces acteurs engagés, en faisant de la sensibilisation, à la fois ça donne plutôt une bonne image de la destination, si c'est bien fait, si c'est pas moralisateur, ça c'est vraiment le truc à retenir, de ne pas être moralisateur. Et en plus de ça, ça peut être extrêmement porteur, ça peut participer aussi à une dynamique locale d'un écosystème touristique qui voit que les acteurs les plus engagés sont ceux qui sont finalement les plus valorisés, et ça peut peut-être donner des idées à d'autres, donc ça c'est assez positif, et surtout ça participe à des évolutions, en tout cas on a envie d'y croire, des pratiques touristiques. Donc l'utilité effectivement des réseaux sociaux à destination des territoires, pour nous, donc c'est pas, on a souvent l'occasion de considérer que les réseaux sociaux sont particulièrement utiles pour faire de l'audience, de la visibilité, de travailler de la notoriété, etc. Vous l'avez compris, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion et de se dire que ça peut, pourquoi pas, participer à désaisonnaliser, à agir sur les flux touristiques, ou pourquoi pas à faire de la sensibilisation. Je ne sais pas du tout où j'en suis en timing et parfois je suis un peu trop bavard, donc je préfère... Ok. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. On a réalisé une petite enquête qu'on vient de diffuser, vous pourrez la trouver en ligne. Et on a aussi quelques supports print qu'on vous laisse à disposition de ceux que ça peut intéresser. Donc dans un document qui s'appelle Hors Saison, et on est venu poser quelques questions au community manager, et notamment double question. Est-ce que pour vous, la pollution numérique
devrait être un indicateur reconnu comme un indicateur intéressant ou important pour analyser vos performances social médias. 70% ont répondu que oui. C'est intéressant. On sent qu'il y a un intérêt marqué, il y a une dynamique. Après, il reste à savoir comment on s'y prend. Et ensuite, on a posé la question de est-ce que vous traitez le sujet du tourisme responsable sur les réseaux sociaux? Et là, c'est 61% des personnes qui ont répondu favorablement à cette question. Ce n'était pas tout à fait la même question, hein, l'un et l'autre. L'un est plutôt une intention et l'autre une action. Et donc, c'est logique aussi qu'on ait ce marqueur, cette différence, mais en tout cas, on sent que là, on est dans des sujets qui intéressent, en tout cas les community managers et je pense les destinations. Et surtout, nous, on pense que la notion de numérique responsable, de sobriété numérique et de tourisme responsable, il faut les prendre ensemble. C'est le même sujet. Il faut le traiter ensemble. Du coup, la méthodologie qu'on est... on peut essayer de la résumer un petit peu avec cette image, on va dire. En fait, vous l'avez compris, on considère qu'on doit être conscient et d'avoir une expertise tourisme, mais aussi numérique, qui forme finalement ce qu'on pourrait appeler le e-tourisme. Et en venant ajouter cette notion de responsabilité, on va venir essayer de se placer donc au milieu de tout ça. Et pourquoi pas de réussir à tendre vers ce qu'on pourrait appeler une certaine efficience. Et on est venu, au-delà de ce concept, l'appliquer dans une méthodologie d'analyse a posteriori qui a pour conséquence effectivement aussi d'être dans l'anticipation des prises de parole pour essayer de se positionner le plus au centre de ce schéma. Donc, lorsqu'on a réfléchi un petit peu à tout ça, on a proposé à certains territoires avec lesquels on collabore de participer. Les premiers à nous répondre favorablement, ça a été la DT64, qui ont tout de suite été intéressés par la démarche et qui nous ont pas complètement laissé carte blanche, mais malgré tout, qui nous ont fait plutôt confiance sur ce sujet-là. Et on remercie aussi le CRT Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est aussi inscrit assez rapidement à nos côtés là-dessus. C'est parfois le genre de méthodologie peut-être plus complexe à venir appliquer à un échelon régional. Et on a aussi fait un travail de fond avec l'Office de tourisme de Bordeaux. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'on a pu faire avec eux, puisque là, on considérait qu'aujourd'hui, on était sur un focus de notre travail avec l'ADT. Mais on est rentré dans une autre méthodologie de travail avec l'Office de tourisme de Bordeaux. Et peut-être qu'ensuite, si ça vous intéresse, on pourra, pourquoi pas, vous expliquer un petit peu plus cette méthodologie, un petit peu plus sur de la gamification qu'on a pu mettre en place avec l'OT. La quantification de la pollution numérique, on s'est donc appuyé sur une méthodologie du Shift Project qui globalement va venir nous donner, nous faire en fait un impact carbone d'une consommation numérique. Donc aujourd'hui, vous avez des outils qui sont proposés par le Shift Project qui sont très accessibles. Vous avez des rapports aussi, et on s'est appuyé sur tout ça pour venir développer nos propres coefficients de calcul en fonction des formats qu'on pouvait utiliser sur les différents réseaux sociaux et ainsi être en capacité de venir ramener pour un affichage de messages combien d'émissions de CO2. Donc ça nous donne un coefficient de calcul et avec ce coefficient de calcul, ensuite, il suffit de le rapporter à un volume de personnes atteintes et ça va venir donner un total d'émissions de CO2 et donc de connaître l'impact carbone d'une prise de parole. Donc nous, on l'applique aux réseaux sociaux, mais ça peut s'appliquer finalement à n'importe quel usage numérique. Et cette idée donc d'efficience avec ces piliers, ces trois piliers qu'on a cités tout à l'heure, on essaie de la mettre en application dans notre analyse. Donc là, on est plutôt à posteriori. Et on va venir à la fois calculer l'impact carbone de la publication. Donc là, cette publication, ça représente 2 kg équivalent CO2. Juste cette publication sur Béarn-Pyrénées, lac d'Ansaber, magnifique. Donc on considère que c'est relativement peu impactant, c'est surtout lié au format, mais Marie va rentrer un peu plus dans le détail des formats tout à l'heure. En matière de performance social média ou de performance numérique, c'est plutôt bon, c'est des résultats qui sont plutôt bons,
Donc on va venir effectivement mettre aussi une note, plutôt une note positive. En gros, il y a une grille de notation. On est soit sur c'est efficace, soit sur c'est neutre, soit c'est pas efficace. Donc quand c'est en note verte, ça veut dire qu'on a la note maximale. Quand c'est en gris, on est sur une note neutre. Et quand c'est en rouge, c'est que pour le coup, on est loin du compte. Donc là, on est sur un poste de 2 kg équivalent CO2. On est sur une performance numérique qui est bonne. On a une cohérence avec la stratégie touristique, parce qu'on en revient à ça, ce besoin d'utilité et de s'inscrire dans la stratégie touristique et de répondre aux enjeux des territoires. Et enfin, la notion de responsabilité, d'engagement. Est-ce qu'on fait de la sensibilisation dans le cadre de ce message? Quel message on porte? Qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Et ces 4 finalement éléments d'analyse nous permettent d'arriver à un macro-indicateur qui nous permet de dire si notre publication tend plutôt vers de l'efficience, si elle est améliorée ou si pour le coup elle est loin du compte, et que dans ce cas-là, il faut revoir complètement au moins un de ces 4 indicateurs pour pouvoir progresser. Du coup, en matière d'outils qu'on a pu développer, en fait, si on veut se rendre utile, si véritablement on a des convictions et qu'on n'est pas juste des communicants et qu'on ne cherche pas juste à mettre un coup de peinture sur des prises de parole et à dire « venez chez nous, l'herbe est beaucoup plus verte que chez nos voisins », il faut qu'on s'appuie sur du concret, sur du solide. Donc, pour ça, ça doit passer dans un premier temps par le fait de venir cartographier l'offre touristique durable, engagée de la destination. Donc, c'est à la fois l'offre en matière d'acteurs, les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d'activités, etc., etc. C'est aussi les différents sites naturels sensibles. C'est aussi identifier un certain nombre d'éco-gestes, et ça, on va surtout en parler tout à l'heure. Donc, on essaye de faire cette cartographie, de venir ensuite la regrouper plutôt par saison, et de se dire et de donner en fait un outil au community manager qui l'utilise en parallèle de son planning éditorial et qui lui permet, en fonction d'un moment de l'année, de venir récupérer son sujet engagé qui correspond à la stratégie touristique et qui correspond à la temporalité, et de venir l'intégrer assez facilement dans son planning édito. Donc c'est un boulot qui se fait en amont, mais qui est plutôt utile dans ce cadre-là. Enfin, on a un autre outil qui est toujours aussi en phase d'expérimentation. Donc tout ça est bien évidemment, là ce qu'on vous livre, c'est 1 an et demi de réflexion, et la réflexion, elle est bien évidemment encore en cours, et on ne cesse d'évoluer autour de tout ça. Cet autre outil, on l'a appelé l'index des éco-gestes. On est un peu sur le même principe. On regarde les problématiques du territoire, on liste un certain nombre d'éco-gestes. Donc c'est encore un outil à destination du community manager qui va pouvoir utiliser cet outil-là pour venir faire de la modération et d'avoir de l'argumentaire très concret, et ça évite justement, et donc c'est un vrai travail autour de la sémantique en fait aussi, de pouvoir utiliser les bons mots et d'avoir les arguments clés en fonction des problématiques rencontrées. Donc globalement, hein, c'est du tableau. Là aujourd'hui, c'est plutôt un Google Sheet, pas forcément très sexy. Tout ça pourra effectivement s'améliorer, mais ce qui nous importe surtout, c'est ce qu'on raconte à l'intérieur. Donc très concrètement, des éco-gestes, c'est quoi? C'est une publication qui va parler par exemple du bivouac en montagne, et c'est dans la modération d'expliquer aux gens à quel endroit j'ai la possibilité de faire du bivouac. Dans un parc national, quelles sont les conditions du bivouac? Est-ce que j'ai le droit de faire du feu? Est-ce que j'ai pas le droit de faire du feu? Etc., etc. Je pense que je suis arrivé au bout de ma partie, et je vais te laisser la parole du coup, Émilie. Ouais. Donc du coup, nous, on va rentrer dans le concret de la mise en œuvre de notre expérimentation. Donc nous, on est l'ADT 64, donc on gère la promotion et la communication pour la destination Béarn-Pyrénées, où vous êtes aujourd'hui, et Pays Basque, donc avec 2 stratégies de communication voilà, propres. Et donc, alors on n'aime pas trop forcément parler de chiffres pour chiffres avec My Destination, mais quand même, c'est pour vous donner une idée du volume de notre communauté, qui est une jolie communauté, travaillée depuis des années. Je n'ai jamais les chiffres en tête, donc on est à 20 000 sur Instagram Béarn, 34 000 sur le Facebook Béarn, Pays Basque 61 000 sur Instagram et 116 000 sur Facebook. Bon, voilà, une communauté
qui a été travaillé depuis 2018 avec My Destination. Et du coup, on avait déjà nous, on travaillait déjà bien en compréhension de nos stratégies touristiques. Vous avez bien saisi, c'est important quand même que ça n'aurait pas pu se faire, je pense, si vous n'étiez pas déjà dans une compréhension de nos problématiques d'un département bicéphale avec deux cultures très fortes, avec des problématiques que vous avez aussi, hein, mais de flux, de risque de folklorisation sur les réseaux sociaux. Il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte fortement. Et donc, du coup, on travaille en confiance. Et en janvier 2020, il nous propose de devenir territoire pilote. Alors, je pense que c'est pas par hasard. Voilà, je sais pas s'il y a une raison particulière, mais c'est pas par hasard. On est déjà à ce moment-là engagé, très fortement engagé, notamment sur l'accessibilité, tourisme handicap. On est le 2e département français. On labellise ENF Environnement, Écolabel européen. Voilà, sans être sans changer le monde, mais on a déjà cet engagement-là. Les notions de slow tourisme apparaissent déjà et sont déjà dans nos dynamiques. Et donc, vous nous le proposez. Je pense aussi qu'à ce moment-là, on est mature. Notre communauté doit être mature. Elle est mature. Le territoire l'est. Et tu me disais, votre offre l'était surtout. L'offre en termes de durable. Alors, ça, c'est un sujet qu'on va creuser ensemble encore plus, mais notre offre l'était mature pour se permettre d'être pilote avec vous. Et donc, du coup, on dit oui sans trop savoir. Je regarde mon directeur qui est au premier rang, mais on dit oui, mais sans trop savoir sur quoi ça va aboutir et ce que ça va donner. Donc, on est vraiment test. Parce que l'objectif, dans un premier temps, donc là, on est en janvier 2020, l'objectif, c'est d'observer. Ils nous disent on va observer. Donc, au départ, on observe. Alors, on observe avec 2 biais notamment. D'abord, on va lancer une enquête avec vous auprès de nos publics, une petite enquête, 400 répondants de touristes qui sont venus sur l'été 2020. Des néo-aquitains qui viennent sur le territoire et on étudie, on observe leur émission sur leur voyage numérique, enfin sur le parcours numérique du voyageur, avant qu'il vienne, quand il est là et après le séjour. Et là, on va se rendre compte, enfin vous allez vous rendre compte, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment pendant le séjour que le poste d'émission est le plus important, avec notamment Waze, des choses comme ça. Et beaucoup moins après. Bon, voilà, on observe. On observe et puis on fait des tests aussi, je crois. Enfin, vous faites des tests, vous nous renvoyez le feedback et du coup, de premiers postes plus sobres. Et du coup, on analyse le résultat et on regarde si ça a vraiment un impact et ce que ça peut aussi avoir comme effet sur nous. Parce que ça veut dire que nous, à un moment donné, on accepte d'être moins dans la performance aussi, donc moins dans le chiffre et dans le rendement. C'est ça, hein. Et du coup, automne l'année dernière, on a dit go, on y va, validation de notre direction. On en parle aux élus, je pense à notre président à ce moment-là, qui nous dit go. Et du coup, on a décidé de revoir entièrement notre charte éditoriale depuis le 1er janvier 2021. Donc, ça veut dire repenser toute la charte, de leur donner les manettes, de leur donner toute liberté, même si les équipes se voient, se contactent chaque jour, qu'on a des bilans trimestriels. On est vraiment, on vous a donné la liberté de faire. Alors, on a déjà des résultats, mais tu vas en parler. Voilà, on observe déjà des résultats, tu vas en parler. Voilà, moi, ce que je peux vous dire de plus. Après, voilà comment ça s'est passé pour nous et pourquoi on est allé avec vous là-dessus. Vous dire quand même, ce que je disais, c'est aussi qu'on a accepté, nos élus ont accepté à un moment donné de se dire, on va faire moins, mais mieux. Et du coup, c'était bien, c'était déjà il y a 1 an, voilà, d'accepter la sobriété, c'était un premier pas important et puis de toute façon qui nous mène vers cela dans toute notre nouvelle dynamique qui nous attend. Donc bon, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié un truc. Okay. Donc, non, mais... alors parce que nous, on ne calcule pas grand-chose. Voilà, donc Marie... Ouais. Du coup, on peut passer sur une partie un peu plus opérationnelle. Tu veux faire le slide ? Ok. Donc,
Je vais vous présenter un peu le fruit de nos réflexions sur le numérique responsable avec l'ADT 64. On s'est dit que d'abord, pour communiquer responsable, on allait étudier un petit peu les formats. Étudier la forme, donc on a fait beaucoup d'analyses, on a fait de la quantification de pollution numérique, avec donc notamment les travaux du Shift Project sur lesquels on s'est basé. Et au fur et à mesure de ces analyses, on s'est rendu compte qu'un post Facebook va peser plus lourd qu'un post Instagram. Tout simplement parce qu'en fait, un post format photo-vidéo va être plus lourd de façon basique. Donc en fait, le coefficient d'un post Facebook, le coefficient de pollution numérique, va être plus élevé de base. Donc il y a cette raison-là, et il y a aussi le fait que souvent sur des pages de destination, la page Facebook va avoir plus de visibilité que la page Instagram. Donc c'est très simple. Donc aussi, nos analyses nous ont révélé que le format vidéo et le format lien étaient les formats les plus impactants. Donc en fait, on vient simplement recommander de privilégier les formats photo et format stories. Si tu peux passer à la slide. Donc ça, c'était pour la forme. Concernant le fond, comme Émilie le disait, on a complètement revu la ligne éditoriale de l'ADT 64. C'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. À savoir que c'était vraiment notre territoire test sur le community management responsable. Il faut savoir que poster un poste responsable, ça va passer à la fois par le choix du sujet. Donc ça veut dire qu'on va venir par exemple valoriser un prestataire engagé, valoriser un hébergement écolabellisé, une initiative. Et ça va aussi passer par la manière d'écrire le wording. C'est-à-dire que nous, on a décidé sur presque 100% de nos posts d'intégrer des éco-gestes à ces publications. On collabore depuis quelques mois avec l'Observatoire. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans cette phase test. On essaye de savoir un petit peu ce qu'on peut faire, parce on se repose un peu sur les données Flux-Vision Tourisme. Et en fait, on va essayer, on a pour objectif de faire passer le bon message au bon moment à la bonne personne, et sur des temps et des espaces qui ne sont pas congestionnés. Donc l'objectif, tout simplement, ça va être d'étaler les flux sur les territoires et la saison. Donc pour résumer un petit peu les axes sur lesquels on se fixe, donc je vous l'ai expliqué, le sujet et les wordings plus responsables concernant la publication. On fait un travail aussi sur la forme, donc le choix des formats. On va aussi réduire le rythme de publication sur les formats vidéo et les formats liens, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On fait un gros travail sur la modération responsable. Donc Sébastien vous parlait tout à l'heure de l'index. C'est un outil qui va permettre en fait d'accompagner le community manager sur sa modération responsable. Et ensuite, sur le ciblage des campagnes, donc il faut savoir que par rapport à la sponsorisation des posts aux campagnes 100% paid, on va venir cibler des personnes qui ont en amont une affinité pour les sujets de l'écotourisme, les sujets de mobilité douce, d'activité responsable. Ici, vous pouvez voir un exemple de post efficient de Pays Basque Tourisme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est... En fait, vous pouvez voir avec cette note-ci, avec cette étiquette verte, que c'est un poste qui est efficient. Donc, on lui a attribué 4 notes différentes. Donc, une note grise, puisque c'est un poste qui a pesé plutôt lourd. C'est pas par rapport au format. Le format aurait pas pu être optimisé puisque c'est un format photo. Mais ça va surtout être parce qu'il a eu une bonne visibilité. Le post a très bien fonctionné. On peut le voir parce qu'on lui a attribué une note verte. Juste en dessous, c'est la note de performance social média. Puis en dessous, la note de cohérence avec la stratégie touristique. Et enfin, la note sur le niveau d'engagement du poste. Ce poste, il est engagé, pourquoi? Parce qu'en fait, il vient valoriser le savoir-faire du piment d'Espelette, et parce qu'il va favoriser la rencontre avec le producteur. Donc ça, c'est des sujets qui nous semblent importants, responsables et engagés. Donc encore un exemple, cette fois-ci avec Béarn Pyrénées Tourisme.
Ce poste est indéniablement efficient puisqu'il a reçu 4 notes vertes. Ce poste, il est particulièrement engagé parce qu'il y a à la fois le choix du sujet qui est responsable, puisque là, on montre une escapade en montagne. Et en plus de ça, on vient intégrer un éco-geste. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, là, on vient recommander simplement d'avoir le réflexe de toujours ramasser ses déchets simplement au départ pour pouvoir préserver simplement l'espace. Concernant le retour des communautés, c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est un travail qu'on fait directement avec les communautés. On a quelques retours et ces retours, quand ils sont positifs, en fait, on se rend compte que c'est ça le plus impactant. C'est vraiment ça le plus important, c'est de réussir à créer des conversations avec ces communautés et de pouvoir les engager en fait sur ce sujet-là. Sur la slide d'après, on montre des retours de communautés. Donc, majoritairement, on n'a pas des retours sur l'aspect responsable. On a plutôt des retours sur la beauté du paysage, sur le poste en lui-même. Et en fait, quand ça arrive, on se dit qu'il y a peut-être un potentiel pour amener le sujet de la responsabilité. Et là, on vient poser des questions. Là, comme vous pouvez le voir, on demande si cette personne qui est sûrement une locale qui est engagée sur son territoire, si elle n'a pas des éco-gestes à nous donner, des idées d'éco-gestes. Et en fait, eh bien, ça arrive qu'ils nous donnent des idées d'éco-gestes et qu'on vienne alimenter l'index qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que c'est un travail qu'on fait vraiment en commun avec la DT64, nous, mais aussi avec la communauté qu'on anime. Ici, je vais vous montrer donc des productions responsables. J'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. En fait, on utilise le guide Instagram. Ça se voit pas très bien, mais en fait, pour Béarn Pyrénées Tourisme et Pays Basque Tourisme, on utilise le guide Instagram pour parler de ce genre de sujet. Ici, on a des thématiques comme dormir en montagne, réussir sa rando au Pays Basque, surfer responsable. C'est des thématiques qui attirent les communautés en général. Et donc, en fait, on crée un lien entre ces activités qu'ils aiment faire et la façon la plus responsable qui pourrait avoir de s'engager, enfin de se comporter en fait sur le territoire. Donc là c'est dommage parce qu'on ne le voit pas, mais en fait on y intègre donc la phase avant séjour où on leur dit ben voilà, est-ce que vous pouvez mettre dans votre valise. La phase pendant séjour où on leur dit ben voilà, à ce moment-là eh bien il y a le ramassage des déchets, il y a plein de types d'éco-gestes dont on peut se servir et ensuite la phase après séjour. Donc c'est un format qui est pas mal parce qu'on peut donner vraiment un maximum d'informations. On a un autre format qu'on vient privilégier. Ouais. Donc cet autre format, c'est le format Stories, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est un format qui est très peu polluant. Donc on réduit le rythme de publication vidéo et liens, mais par contre, on va venir privilégier le format Story, surtout sur des sujets engagés, puisqu'en fait, c'est là qu'on peut aborder des thématiques plutôt sympathiques. Ici, vous pouvez voir avec Pays Basque Tourisme, on a lancé un cap ou pas cap. En gros, c'était sur l'application des éco-gestes pendant un séjour en Pays Basque. Et puis, sur la story de Béarn Pyrénées Tourisme, ça nous a permis d'avoir un format plutôt attractif sur la valorisation d'un restaurateur local. Sur les chiffres. Merci, Marie. Donc, vous l'aurez compris, on essaye d'appliquer. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, Émilie, de sobriété, de se dire qu'on essaie d'aller dans de la sobriété. Ça ne veut pas forcément dire pour autant la sobriété qu'on va faire que du moche. On n'oublie pas cette notion de séduction qui reste importante, qui est aussi très liée à nos métiers. La beauté, elle est aussi peut-être dans ce qu'on peut raconter, hein, ça on ne l'oublie pas non plus.
Et malgré tout, on a beau faire un certain nombre d'actions, il y a un moment, de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose, on impacte, on pollue. Donc de toute façon, la sobriété parfaite, elle ne... Ça voudrait dire qu'il faudrait tout arrêter finalement. On peut considérer qu'il y a une certaine pollution utile, on considère qu'il y a vraiment cette utilité dans les prises de parole, dans ce qu'on peut mettre en application. Mais si on regarde simplement par le prisme du chiffre, du volume, voilà en gros ce que ça représente, ces petites actions qu'on peut mettre en place entre le début d'une expérimentation, l'évolution de cette expérimentation, plutôt une réduction de cet impact carbone. Mais comme on l'a dit, comme vous l'aurez compris, en soi, ça n'est qu'une question de volume et tout ça, simplement isolé, n'a pas un intérêt extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est, je pense, intéressant au sens où ça nous permet de prendre conscience que c'était Cécile ce matin dans sa conférence qui disait qu'une destination touristique émet en moyenne 700 messages par an sur ses réseaux sociaux sur toute une année. Est-ce qu'on a besoin véritablement d'avoir un rythme aussi fort, sachant qu'effectivement, déjà on sursollicite les audiences et en plus de ça, on a cet impact carbone qui est quand même existant. Donc on peut déjà... La sobriété, ça passe probablement par cette réduction. Et donc, effectivement, voilà les impacts qu'on peut obtenir, notamment dans le choix des formats. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a arrêté de faire de la vidéo, hein, que les choses soient claires. On se permet, bien évidemment, d'avoir une approche vidéo sur la DT64. Mais par contre, on va être extrêmement sélectif dans le sujet qu'on va venir traiter en matière de vidéo. Toujours dans cette idée de plus impactant, ok, mais pour quelle utilité? Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un impact un petit peu plus fort en matière d'émissions de CO2, parce que l'impact sur le territoire, il est plutôt vertueux. Et donc, la slide d'après, effectivement, en matière de résultats, c'est voilà, des évolutions donc sur le premier semestre. Donc déjà, côté Béarn-Pyrénées, c'est 58% des publications engagées entre janvier et mai. Et ce n'est pas forcément évident de réussir à faire basculer une ligne éditoriale complète avec un certain niveau d'engagement, parce qu'il y a un moment, on a beau être un territoire qui s'engage, etc. Il y a un moment, on a des choses sur notre territoire, on ne peut pas y couper, c'est important, c'est d'un point de vue économique, on ne l'oublie pas non plus. On se doit aussi d'en parler, donc atteindre les 100%, ça peut être, on va dire, un doux rêve, mais il n'empêche que le but, c'est d'essayer d'augmenter toujours ce pourcentage. Donc on considère que c'est un indicateur important de notre côté. Et surtout, on n'oublie pas qu'il y a un moment, nous, on est une agence de communication, on est spécialisé sur les réseaux sociaux, et que si on pénalise les résultats social media, on se tire juste une balle dans le pied. Donc on n'a pas notre but, c'est quand même que notre métier de base continue d'avoir cette certaine efficacité. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être très attentif à la fois à l'impact et à la fois ces résultats social media. Et en fait, on s'est aperçu avec notamment le savoir-faire de Lola, on ne l'a pas cité depuis tout à l'heure, et Lola, qui est donc chef de projet à l'agence et qui pilote en fait le projet de l'ADT depuis ses débuts et qui a développé toute cette méthodologie donc avec Marie, qui elle est en charge effectivement de cette approche de quantification, de réflexion, et Lola qui a l'expertise métier à la fois numérique et tourisme, et un vrai savoir-faire qu'a développé Lola sur conserver un niveau de résultats social media bon, voire très bon, tout en faisant de la sensibilisation. Et on se rend compte que voilà, quand c'est réfléchi, quand on met en place les outils, on ne saoule pas les gens, en fait. Au contraire, on les intéresse, on réussit à les sensibiliser. Et ça, on ne le dit pas au bout de 2 mois. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a commencé à expérimenter un certain nombre de choses. Donc, le but, c'est pour pas passer pour des greenwashers sur ce sujet, c'est encore une fois, c'est de s'appuyer sur du concret, sur du fond. Voilà, c'est la règle de base. Donc clairement, un territoire qui a 0 engagement, s'il veut chercher à se positionner un peu engagé, un peu responsable, il faut déjà qu'il commence par avoir des engagements, parce que sinon ce sera compliqué. Donc voilà ces évolutions. Et juste, si tu peux juste revenir précédemment. Voilà, ensuite, nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce qu'on considère être l'indicateur de performance finalement le plus intéressant à notre sens, c'est cet indicateur qu'on a appelé d'efficience numérique, social media. Est-ce que ce mot évoluera peut-être? Encore une fois, on est à l'échelle de l'expérimentation, qui prend donc en compte tout ce qu'on a dit, ces fameux 4 piliers qu'on a bien développés.
Et on n'analyse plus uniquement par rapport aux résultats social media, mais par rapport à tout ça. Et ça, pour nous, ce macro-indicateur, il doit devenir un peu référence, en tout cas, nous en interne, au sein de notre agence et des territoires avec lesquels on collabore. Et on aimerait l'élargir finalement à l'ensemble des territoires avec lesquels on collabore. Et pourquoi pas plus large, pas forcément vocation à en faire un outil ou un indicateur que pour nous, mais bien au contraire, si vous voulez vous l'approprier, développer aussi votre propre approche, tout ça est très ouvert. Le but, c'est justement dans une démarche de progrès sur ces sujets. Marie, je te laisse la main pour cette dernière partie. Ouais, alors en fait, pour la réalisation de notre hors-saison numéro 3, on a fait une enquête auprès des community managers de destination et on a posé la question des difficultés qui étaient rencontrées à parler du tourisme responsable sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Quels sont les freins? Quelles sont les limites? Et donc on a eu quelques réponses intéressantes. On a 3 idées principales qui sont un peu dégagées de tout ça. Il y a dans un premier temps des community managers qui nous disaient que c'était difficile quand il y avait une incohérence entre l'offre touristique sur le territoire qui n'est pas forcément responsable et une volonté de communiquer responsable. Sauf qu'en fait, on se rend compte que quand il n'y a pas le fond, c'est impossible de travailler la forme. Ça, c'est juste la base de la responsabilité en général. On a aussi beaucoup eu le fait que c'est difficile d'aborder le sujet de la responsabilité sans être trop moralisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en interne. On a énormément échangé là-dessus. Si on le fait autant avec la DT 64, c'est parce que la communauté le permettait, parce que le territoire le permettait, parce que... enfin... Je pense qu'il faut vraiment composer avec son territoire. Chaque territoire est différent. Chaque territoire a même ses spécificités dans la responsabilité, puisqu'il y en a qui vont plus être orientés sur les mobilités douces. Il y en a qui vont peut-être un petit peu plus vouloir mettre l'accent sur l'économie locale. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des choix de thématiques à réaliser. Et il y a aussi un rythme à trouver. Peut-être que le rythme, c'est pas forcément de parler de la responsabilité sur 100% des postes. En effet, peut-être qu'il y a des communautés qui n'accepteront pas ce genre de rythme. Enfin, il faut trouver l'équilibre et pour ça, il faut justement réussir à discuter avec les communautés. Un troisième sujet, la peur de se faire traiter de greenwasher. Ça, c'est un vrai sujet qui est très lié en fait à la première réflexion. Ce qu'on a à dire là-dessus, c'est que pour ne pas faire de greenwashing, c'est qu'il faut être complètement transparent sur son niveau d'implication dans le tourisme durable, sur ce que la destination a d'abord à offrir. Où est-ce qu'on en est même si on vient juste de commencer son engagement sur son territoire, c'est pas grave. En fait, on est engagé et c'est un engagement qu'on inscrit dans le temps et qu'on inscrit pour l'avenir, en fait. Donc, il faut faire ça avec humilité. Il ne faut pas dire tout de suite qu'on est une destination verte. Évidemment, tout ça prend du temps. Et je pense que, encore une fois, discuter avec sa communauté, c'est très important. Donc, si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas. Je vais faire passer le micro. C'est pas tant une question, c'est juste, vous avez parlé de l'OT de Bordeaux au départ. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez vous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, la grande différence dans notre collaboration entre l'OT de Bordeaux et la DT 64, c'est que la DT 64 nous a externalisé le community management, là où l'OT de Bordeaux gère en interne le CM. Donc ça veut dire que obligatoirement la méthodologie ne peut pas être la même. On est plus dans une méthodologie d'accompagnement, là où on peut effectivement avoir entre guillemets un petit peu plus carte blanche, si tant est qu'on ait validé un certain nombre de choses dans le cadre de l'ADT. Donc avec l'OT, on a essayé de réfléchir un petit peu comment on allait embarquer l'équipe sur ce sujet. Et effectivement, on est venu imaginer une approche plutôt ludique. On s'est dit on va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu ludique. Donc on a fait un premier travail qui a consisté à venir auditer les réseaux et à essayer de comprendre qu'est-ce qui était améliorable. Toujours avec cette même méthodologie autour de l'efficience. Et on est venu appliquer un certain nombre de points
en fonction des actions entreprises, mais pas dans un but de gagner des points, mais plutôt d'en perdre, puisque on est plutôt dans une problématique de réduction, de baisse des émissions, plutôt que d'augmentation et de croissance. Donc globalement, une fois qu'on a terminé cette première partie d'audit sur un trimestre, ça a donné un certain nombre de points, et on est venu mettre en face de ce nombre de points un plan d'action qui permettait de réduire le nombre de points. Donc un plan d'action à mettre en application sur le trimestre suivant, et au bout de 3 mois, ensuite, refaire un point ensemble, et avec un nouveau reporting, avec une nouvelle analyse, et de voir concrètement qu'est-ce qui a réussi à être mis en place, qu'est-ce qui n'a pas réussi à être mis en place. Et c'est ce qui permet en fait d'enclencher d'accompagner, déjà d'amener l'équipe avec nous sur le sujet, d'avoir un côté un peu fun, enfin en tout cas ludique, qui donne un peu plus envie peut-être de mettre en application les choses, et du coup d'avoir cette réduction de nombre de points. Mais encore une fois, tout ça est à l'état d'expérimentation. On s'est retrouvé confronté à certaines situations qu'on n'avait pas forcément anticipées, donc ça nous permet de progresser là-dessus. Et très concrètement, par exemple, dans le plan d'action, il y a un truc de base qui permettait de perdre beaucoup de points, c'était de faire le tri dans sa vidéothèque. Aujourd'hui, sur vos pages Facebook, par exemple, vous avez des vidéos, elles ont peut-être 6 ou 7 ans, elles ne servent plus à rien, elles sont même presque au détriment de l'image de votre destination, tellement elles sont ringardes. Donc, ne serait-ce que les enlever, ne serait-ce que pour votre image, je pense que c'est plutôt positif. Et en plus de ça, ben voilà, vous libérez, on va dire, du stockage de façon assez simple. Donc voilà, c'est ces petites actions qu'on identifie et qu'on essaye de communiquer de cette façon. Oui. Merci. Oui, je me posais la question des retours négatifs en fait, parce que nous sur le Finistère, on a commencé aussi à faire pas mal de posts engagés ou sur des éco-gestes et des choses comme ça. Et on a eu, forcément des bons retours, mais aussi des choses du type, en fait, on vous a pas attendu quoi pour savoir qu'il faut, je dis n'importe quoi, mais trier nos déchets. Et je me demandais si vous aviez eu des retours comme ça aussi ou pas du tout. Signaler que c'est elles le font extrêmement bien. Les éco-gestes, en fait, ça passe jamais comme un. J'allais voir en même temps, mais c'est toujours fait avec malice ou avec gentillesse. Enfin, c'est très bienveillant. C'est lié à nous. Voilà, vous allez répondre, hein, mais c'est refermer la porte, traverser les propriétés privées. Attention quand vous faites de la randonnée, sachez respecter. Vous baignez dans les lacs, attention, enfin, ne pas se baigner dans les lacs. Je le dis très mal, mais vous le faites très bien, en fait. Donc, allez voir nos comptes, Béarn Pyrénées Tourisme, et allez voir la manière dont elles le font très bien. Donc après, je sais pas, non, il n'y a pas de négatif. Effectivement, le mieux, c'est de regarder le compte Insta de Pays Basque ou de Béarn pour voir très concrètement comment c'est mis en application. Et je vais laisser la parole à Lola, parce que c'est elle qui a vraiment le nez dans le... Du coup, on n'a pas eu on a très peu de retours. On a très peu de retours négatifs. Là, j'en ai quelques-uns en tête. C'était notamment par rapport au numérique responsable, sur un éco-geste, sur essayer d'éviter le GPS, par exemple, où une personne contredisait ce geste-là. Mais après, quand on vient vraiment expliquer le geste, les gens le comprennent très rapidement et on a des retours plutôt positifs. Donc, pour le moment, on n'a pas été confronté trop à des messages négatifs, mais je pense que c'est aussi la communauté qui le permet et ça ne serait pas la même chose sur d'autres territoires et d'autres communautés. Oui, je voulais juste rebondir sur ce sujet-là. C'est vrai que nous, par exemple, on a les cas sur les postes. Autant je suis de l'Office de tourisme de Pornic, donc sur la côte. Autant quand on parle de pêche à pied, de respect des règles, pour bien faire cette pratique, ça passe. Mais par exemple, sur des postes de rando littoral, le côté négatif qu'on trouve, c'est pas du genre... on fait déjà ces éco-gestes, c'est plutôt les locaux qui se plaignent de la masse de touristes qui arrivent. Donc, par exemple, ça, c'est sujet
Hôte. Ouais, sujet ouais, assez particulier. J'irai voir les posts Insta. Sur, Mais- sur- sur ce sujet-là, il y a un truc qui est Les intéressant. réactions des habitants Bien face sûr, aux touristes bien qui sûr. arrivent et qui se plaignent, comme quoi c'est les touristes qui font, c'est pas eux. Il y a, alors c'est pas totalement dans ce sens, mais il y a déjà un truc qu'on n'a pas forcément mis en avant, mais c'est le fait que en haute saison, on a des endroits où on sait qu'il y a ces problématiques de flux, de surfréquentation. Donc déjà, on prend le parti. À ce moment-là, on n'en parle pas. On arrête. Voilà. Vas-y. Je veux dire comment on a travaillé sur des listes avec, je crois qu'on a associé les offices, alors on les a informés. On a travaillé sur cette liste-là des lieux dont on ne voulait pas parler en juillet-août. Donc on sait qu'il y a des lacs, voilà, il y a vraiment une périodicité où on ne parle pas de ces lieux-là à tel moment. Nous ADT. Hein. Après, je comprends que pour un office, c'est plus compliqué de ne pas aller parler de son lac qui est l'attractivité principale sur son territoire. Mais nous, en tout cas, voilà. Alors peut-être qu'on va en parler à d'autres moments de l'année, mais voilà. Il y a un lac en forme de cœur qu'on a vu partout à un moment donné. Il est chez nous, hein. Même si. Et celui-là, on n'en parle pas. Et là, par contre, on peut rebondir sur le travail qui est en train d'être amorcé avec notre service observatoire. Ils sont aussi dans la salle. Donc, et ça, je ne sais pas si vous le faites beaucoup, mais moi, je trouve que c'est une super avancée pour nous, en tout cas, que notre service observatoire, en fait, travaille alors, avec la com, OK, mais maintenant, carrément, avec les community managers, pour identifier, en fait, expliquez-le, parce que vous allez mieux l'expliquer que moi, mais pour identifier, en fait, les zones et les temps qui nécessitent. Tu veux en parler, Marie ? Et ça répond en fait à cette notion de surfréquentation en partie. Hein. Et c'est un élément de réponse à la surfréquentation, de se dire on ne va pas envoyer tous les gens tout le temps au même endroit, etc. Ouais. Non, c'est vraiment ça. T'en parles mieux que moi, c'est vous qui le faites. Non Bah, en fait, j'avais expliqué un petit peu, mais oui, voilà, on essaye de travailler sur des temps et des espaces qui sont pas ou très peu congestionnés en fait. Donc c'est ça, on essaye de travailler ensemble sur des données, c'est mensuel. On se fixe des petits rendez-vous pour garder un peu ce cap-là, mais je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Simplement dire que pour le coup, là encore une fois, c'est clairement de l'expérimentation et on ne dit pas qu'on a inventé un truc de fou. Hein. On n'est pas là du tout non plus pour se raconter des histoires. On teste par contre. Et par contre, on va venir regarder cette question de flux, notamment touristique avec les données Flux-Vision. Faut voir ce qu'on peut réussir à obtenir sur aussi la donnée, à quel moment est-ce qu'elle arrive. Si elle arrive à 2 jours plus tard, elle a peut-être moins d'utilité dans ce contexte de problématique de flux. Et on vient croiser ça aussi avec l'observatoire sur aussi des niveaux, des volumes de résa par rapport à l'année, en comparaison par rapport à l'année d'avant. Et ça veut dire qu'on n'oublie pas aussi la dimension économique. Elle est importante. Je veux dire, dans le triptyque du tourisme durable, l'économique a autant de place que les 2 autres piliers. Et ça doit aussi servir à ça, ce travail qu'on essaye qu'on met en place avec l'observatoire, et on est en train d'apprendre à collaborer ensemble. Et en tout cas, nous, on trouve ça hyper enrichissant et stimulant, et c'est la première fois qu'en tant qu'agence, on est connecté avec l'observatoire d'un territoire. On trouve ça très cool. J'avais juste un petit retour d'expérience par rapport à ce qu'on avait pu mettre en place. Nous, on est une destination de montagne, c'est les Arcs, c'est une station de ski. Et pour prendre le contre-pied, en fait, on avait demandé l'avis des gens. On avait fait une campagne, ça s'appelait Collectif Les Arcs, où tout le monde pouvait donner sa meilleure idée pour la destination. Et ça permettait un petit peu de désamorcer, ça a hyper bien marché. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'eau des Arcs. C'était une idée qui était justement plébiscitée par toute la communauté. On les a fait voter. Et ensuite, on a lancé l'eau des Arcs. Donc, c'était justement de mettre en avant l'eau du robinet plutôt que l'achat de bouteilles en plastique. Voilà. Ça, c'est une excellente déjà utilisation et compréhension des enjeux des réseaux sociaux, utilisation des réseaux sociaux qui trop souvent sont considérés comme de simples canaux de diffusion et pas comme des espaces d'échange. Et en plus de ça, là, c'est la prise en compte effectivement à la fois des populations locales et des communautés. Et l'idée émerge d'eux, et vous la revalorisez, et obligatoirement le relais il est massif parce qu'ils ont participé. Donc c'est un très 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 bel exemple. Oui.
Moi, j'avais une question sur la stratégie. Elle a été déployée là, enfin présentée sur la partie social media. Et est-ce qu'au niveau de l'ADT, vous l'avez aussi appliquée sur les autres outils, sur le web, sur l'emailing, sur d'autres moyens ou que sur le social media? Non. Non, mais on pourrait y tendre. On est en train de refondre, on va refondre tout notre écosystème web. Et du coup, il y a forcément ce volet-là qui est très fort. Voilà. Enfin, qu'on demande. C'est les limites de notre intervention en tant qu'agence, de notre intervention en tant qu'agence social média. C'est vrai que nous, on a cette expertise social média, donc on le rattache vraiment à ce métier-là. Maintenant, vous l'avez compris, nous, on a envie de sortir de ce cadre des réseaux sociaux parce qu'on est autant intéressé par les problématiques des territoires que par nos métiers du numérique. Voilà. Et oui, il faut qu'il y ait de la cohérence, ça paraît indispensable entre ce qui est fait côté web et côté social. Cécile Valero, que vous avez peut-être vu ce matin en atelier avec Géraldine de Think My Web, on travaille aussi beaucoup avec eux sur ces sujets. On a très bien parlé ce matin de l'importance de croiser tout ça et on espère pouvoir le travailler encore plus avec l'ADT dans les mois à venir. On peut dire que c'est effectivement un sujet qui est sur la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retour d'expérience? Je me demandais si vous avez pu faire les mêmes calculs que sur le poids en termes d'émissions pour la vidéo, les photos, tout ça, sur les guides Instagram, qui se présentent comme une bonne solution pour faire passer du contenu qualitatif et très thématisé, donc qui pourrait un peu compenser en termes de messages, mais qui probablement pèse un petit peu lourd, vu que c'est sur le même principe que les liens et que ça doit demander aussi beaucoup de ressources en termes de stockage. Mais Alors, on l'a pas fait parce qu'on est un peu obligé de simplifier quand même notre approche, parce que je vous garantis qu'on y passe un temps de dingue et que clairement, pour être totalement transparent, ça n'a pas coûté 1 € de plus à l'ADT de s'engager avec nous dans le cadre de cette démarche. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté et transparence. Donc ça veut dire que c'est aussi un engagement que nous on prend, et c'est du temps de travail que nous on doit apprendre. Donc effectivement, on ne l'a pas fait sur les guides. On croit pas mal à ce format, tout comme les instants d'expérience aussi peuvent être des formats intéressants. Et ils sont probablement moins impactants que le fait de sortir et d'aller sur le site. Tout dépend en fait du site d'atterrissage. Si le site il a été éco-conçu, peut-être que là, ça peut faire sens. Mais là, le gros avantage, c'est qu'on reste dans l'écosystème social media et que donc, du coup, à cet endroit-là, le niveau d'émission, il est globalement similaire. Il y a des petites variations de format, enfin, il y a des variations en fonction du format vidéo ou pas, mais globalement, ça va être à peu près la même chose. C'est plus le temps de consultation qui va venir faire la différence. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on n'a pas voulu non plus être trop technique, mais globalement, ce bilan d'émissions de CO2, il concerne l'affichage. C'est la question en fait, c'est l'utilisation du téléphone pour afficher le message. Okay, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la pollution numérique, elle est encore plus complexe que ça. Il y a le stockage de la donnée, notamment, qui est une vraie question. Alors, les GAFAM investissent énormément dans les énergies vertes, et loin de moi l'idée de venir défendre ou mettre en avant les GAFAM, mais il y a un travail de fond qui est fait de leur côté, et ils veulent effectivement atteindre une certaine neutralité carbone, mais ça va être aussi un vrai travail d'image, c'est aussi un vrai travail d'image qu'ils font, et ils ne sont pas fous en faisant ça, ça va leur permettre justement d'afficher. Parce que ce qu'on fait nous un peu sur cette idée de notes, un peu notamment d'impact carbone, etc., c'est des choses qu'on voit aujourd'hui notamment beaucoup pour l'électroménager, quand vous avez ce principe un peu de notation, on peut être à peu près sûr que dans le numérique, je sais pas, j'ai rien pour prédire l'avenir, mais cette tendance, elle est quand même là. Donc, c'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, la question du bilan carbone au niveau du numérique, elle s'impose à nous. Et eux ont anticipé, sont dans le coup d'après. Ils sont déjà sur des énergies vertes. Mais par contre, le gros avantage, c'est que ça leur permet de ne pas changer leur modèle, en fait. Ça leur permet de dire, OK, non, niveau de croissance similaire, on garde la même consommation. Pas grave, on est 100% énergie verte. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'en profite simplement pour vous dire, on a quelques hors-saison à disposition qu'on a imprimés, et sinon, vous pouvez le trouver effectivement sur le site. On parle de tous ces sujets. Il y a 70 pages, c'est un vrai travail de fond qu'on a fait. On parle de pollution numérique, on parle d'accessibilité. On n'a pas parlé de la notion d'accessibilité, qui est un vrai sujet aussi, l'accessibilité des contenus aux personnes malvoyantes notamment.
malentendante ou malvoyante qui participent aussi à tout ça. Donc on traite vraiment tous ces sujets dans Hors Saison. Vous l'avez donc en ligne gratuitement sur hors-saison.mydestination.fr et on en a quelques-uns en format papier à votre disposition si ça vous intéresse. On est arrivé au bout du timing. S'il reste une dernière question, on peut la prendre. Sinon, je vous propose qu'on en reste là. Eh bien, merci à tout le monde et merci à vous.